Bienvenue dans le MAG, votre émission quotidienne sur School TV. 30 minutes dédiées à la scolarité de vos enfants. Chaque semaine, lumière sur une initiative, qu'elle soit locale, régionale ou nationale. Et aujourd'hui, c'est en compagnie d'Agathe Delannoy. Bonjour Agathe. Bonjour Alix. Au sommaire de cette édition, le gouvernement les envisage comme un outil phare pour renforcer les pratiques culturelles chez les jeunes. Les MJC sont à l'honneur dans cette émission, en compagnie notamment du directeur de MJC France, Patrick Chenu. Les MJC qui dévoilent tout juste leur marque de fabrique jeunesse, fruit de 18 mois d'échanges entre experts sur le sujet. On vous dit ce qu'il faut retenir dans un instant. Et puis Agathe, dans ta loupe, tu nous parles de... Je vous parle d'un after school un peu particulier pour les enfants. Le mystère est entier, c'est parti. Bonjour Patrick Chenu. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Et avec nous par Skype également Aurélien Munier, animateur de réseau à l'Union des MJC Drôme-Ardèche. Bonjour. Bonjour. Et puis Coralie Reboulet, coordinatrice culturelle de la MJC de Técou, en Occitanie. En Occitanie. Ok, très bien. Je ne me suis pas trompée. Bonjour à tous les trois. Merci de vous être mobilisés. Patrick, j'aimerais qu'on commence par le commencement. Peut-on rappeler brièvement ce que sont les MJC et quel est leur rôle ? Les MJC sont des associations déjà, Maison des Jeunes et de la Culture, des associations locales. Il y en a 1000 en France, partout en métropole et quelques-unes outre-mer. Des associations qui sont dirigées, gouvernées par des bénévoles, mais qui mobilisent aussi des professionnels. Il faut savoir que dans les MJC, si on regarde notre réseau globalement, qui est organisé en réseaux régionaux, donc on a effectivement une fédération régionale, voilà, en Occitanie, on a des réseaux interdépartementaux, là, on évoquait en Drôme-Ardèche, on a à peu près 400 000 adhérentes et adhérents. L'action des MJC bénéficie à plusieurs millions de personnes, et dont 50% ont moins de 26 ans. Voilà. Donc on s'adresse effectivement aux jeunes, mais pas que. C'est 1000 MJC, je crois. C'est 1000 MJC en France, oui, tout à fait. Et peut-être pour en résumer rapidement l'action, l'idée d'une MJC, c'est déjà de partir du fait que nous sommes ouverts à toutes et à tous, c'est-à-dire qu'on est vraiment des lieux d'accueil inconditionnel, donc on s'adresse à l'intégralité de la population. Et à partir de ça, on va proposer, on va articuler, je dirais, des espaces de création, des espaces de découverte, des espaces de pratique. Et notre objectif, in fine, c'est finalement de créer les conditions de l'engagement des acteurs d'un territoire. Ce qui va nous intéresser dans les MJC, c'est comment, par la pratique, par la rencontre, par le débat, on va progressivement, comme le disent un peu nos statuts, devenir des citoyennes et des citoyens actifs d'une communauté vivante. Donc on est vraiment des lieux où, finalement, le but, c'est de créer de l'engagement dans une MJC. Et elles ont longtemps été délaissées par les pouvoirs publics. Il semblerait que le vent tourne, en tout cas sur papier, puisque Rachida Dati, ministre de la Culture, évoquait leur importance auprès des jeunes. Comment expliquer ce désintérêt jusqu'alors ? Or, délaissé, c'est un peu fort, parce que ça serait pas très juste pour les gens qui les soutiennent, oui. notamment les collectivités locales. Peut-être un intérêt qui allait décrescendo. C'est plutôt du côté de la culture qu'il y a eu une forme, en tout cas, de considération un peu moindre, où on n'était pas forcément considérés comme des acteurs culturels. Il y a une déconsidération, on va dire, globalement, de l'éducation populaire. C'est quoi les préjugés, en fait, autour des MJC ? C'est un peu un imaginaire qui collait autour du socio-culturel, qui serait un peu moins légitime que le travail culturel dans l'époque. Et je pense, dans ce que disait la ministre de la Culture, dans ce que disait Rachida Dati, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est revenue sur son propre parcours. Voilà, elle est revenue sur le fait qu'elle avait fréquenté, quand elle était jeune, la MJC de Chalon-sur-Saône, et c'est que ça avait été pour elle un espace révélateur, finalement, qui lui avait permis aussi de se réaliser, tout comme beaucoup d'artistes. Quand on entend Eddie de Pretto qui dit « le premier lieu où on m'a considéré, c'est une MJC de Créteil ». Et quand je dis, voilà, cette capacité finalement à accueillir toutes et tous et d'être un peu des révélateurs de talent, des révélateurs de capacité à se mobiliser autour d'une cause, d'un engagement, d'un parcours artistique ou citoyen. C'est un peu ça le travail quotidien des MJC, et c'est ça qu'on va voir avec nos collègues aussi en territoire. Voilà. Coralie, Aurélien, en quoi les MJC sont des leviers essentiels pour favoriser l'accessibilité à la culture, selon vous ? Coralie, pour commencer, vous qui êtes sur le terrain.
Eh bien, pour nous, voilà, la MJC nous permet réellement d'avoir une prise avec les jeunes et de leur proposer de s'embarquer sur des aventures sur lesquelles ils n'iraient pas forcément seuls et de les mettre en relation avec des artistes intervenants, en l'occurrence sur le projet Il n'y a pas d'heure pour danser. C'est vraiment ça. On leur a permis d'échanger, de rencontrer, de pratiquer avec des professeurs de danse, mais ça pourrait être sur d'autres esthétiques évidemment, et de les mettre en relation et de travailler autour de processus de création avec des artistes intervenants professionnels. Et quant à vous, Aurélien, quel est votre point de vue ? Ce qui est intéressant avec la MJC, c'est qu'effectivement, ce sont des espaces ouverts où on accueille les jeunes, on les accueille tous en fait, voilà. Et c'est la posture aussi que, en tant que nous professionnels, on adopte quand on accueille ces jeunes-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on leur propose des espaces de parole, des espaces d'expression qui n'ont pas forcément ailleurs. Et c'est ce qui est riche, c'est en créant ces espaces de parole qu'on peut aussi les accompagner et à grandir, à développer leur esprit critique, etc. C'est ça qui est intéressant. Et vous, Aurélien, à titre personnel, qu'est-ce qui a motivé votre engagement en tant qu'animateur de MJC ? Alors voilà une bonne question. Je pense que c'est ça, c'était l'intérêt à un moment donné. Alors moi je viens pas des MJC au départ, j'y suis venu plus tard. J'étais dans une autre fédération d'éducation populaire, mais ce qui m'a attiré, c'est ça, c'est vraiment cette ouverture. Le fait qu'effectivement on puisse travailler avec tous et toutes, parce que évidemment c'est Maison des jeunes et de la culture, donc on travaille avec des jeunes, mais on travaille aussi avec d'autres publics, et de pouvoir être au contact de tous ces publics-là, et surtout de pouvoir accompagner notamment les jeunes d'une manière la plus objective possible, en accueillant tous et toutes, et quand on regarde cette posture-là, ce qu'elle produit auprès des jeunes et comment ils arrivent à se réaliser en tant que personne, c'est ce qui attire et ce qui fait toute la richesse de notre métier aujourd'hui. Agathe ? Petite question, Patrick, vous nous disiez en préambule que les MJC, c'est vraiment des lieux ouverts à tous, de manière assez concrète. Par exemple, un groupe de jeunes filles de CM2 qui ont envie de monter un projet de danse, est-ce qu'elles peuvent se réunir et venir vous voir ? Est-ce qu'il y a des projets comme ça un peu spontanés qui peuvent naître ? C'est même un peu le cœur de notre métier. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vraiment nous on dit, quand on jargonne un peu, de faire pour, de pas faire pour, pardon, excusez-moi si je vous dis des bêtises, en plus de pas faire pour, mais de faire avec. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va accompagner l'émergence de projets avec des jeunes, mais aussi avec des adultes. Ça, effectivement, si un groupe de jeunes filles nous dit nous on aimerait bien travailler autour d'un projet d'action, de séjour, de découverte, un projet de sensibilisation à l'environnement, on va les aider à le construire et on va les mettre progressivement en responsabilité. C'est un peu l'autre élément qui est important pour nous, c'est qu'on va accueillir l'idée, on va y compris poser les contraintes, en termes de faire, y compris la nécessité peut-être de convaincre à l'intérieur même de la MJC, ça fait partie du jeu aussi de convaincre de la pertinence du projet, et après donner les capacités à agir à ces jeunes filles, les accompagner dans la réalisation, mais en les mettant toujours au centre, toujours au cœur, et c'est elles qui vont faire. C'est pas les animatrices et les animateurs qui vont faire, ce sont vraiment elles qui vont être en action. Génial. Patrick, la marque de Fabrique Jeunesse, c'est donc un texte issu d'un travail mené tout au long de l'année 2023. De quoi s'agit-il exactement ? C'est déjà une forme de mise à jour. Voilà, on avait réuni les acteurs jeunesse au sein du réseau de MJC en 2014. Vous voyez, c'était il y a 10 ans, pour parler justement de l'action jeunesse. En 10 ans, il s'est passé énormément de choses. Voilà, c'était avant Je suis Charlie, c'était avant MeToo, c'était avant que soit inventé une partie des réseaux sociaux qui sont quotidiens aujourd'hui. Donc on a voulu réinterroger finalement ce qui faisait le sens et le cœur de l'action jeunesse des MJC aujourd'hui, et quelles sont nos singularités, mais nos engagements et aussi nos méthodes. Par rapport à ça, on a fait le choix de réunir ceux qui font. On a fait le choix de réunir les praticiennes et patriciens, c'est-à-dire les animatrices et les animateurs jeunesse.
On les a réunis, c'était à l'automne 2022, à Latu, dans la Vienne, qui est une. Et pourquoi à ce moment précis? Qu'est-ce qui a motivé le fait de plancher pendant un an comme ça? Ce qui a motivé le fait, c'est de se dire, comme je l'évoquais juste avant, le contexte a changé. La jeunesse traverse une série de crises. On évoque aussi un mal-être, grandissant. Les modalités de socialisation ont bougé. La capacité à accompagner les initiatives de jeunes ont changé. Donc il y a beaucoup de choses qu'on. C'est vraiment une mise à jour. C'est vraiment une mise à jour. Je pense que c'est le mot le plus juste. Et en donnant aussi pour nous, je dirais, un cadre d'exercice à nos professionnels, aux animatrices, aux animateurs jeunesse, tels que nos collègues qui sont avec nous en lien, et en leur disant on attend quoi aujourd'hui d'une action jeunesse dans une maison des jeunes et de la culture. Voilà. Et en fonction de ce qu'on en attend, comment on s'organise pour atteindre finalement ces objectifs-là. Et on s'est dit que c'était quand même mieux de le fabriquer avec celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour cette action jeunesse dans nos associations. Et Coralie, Aurélien, vous avez participé à la rédaction, aux échanges du moins, de cette marque de fabrique jeunesse? Moi, j'y étais effectivement. Oui, je rejoins ce que disait un petit peu Patrick, quoi. C'est que effectivement, c'était essentiel que les questions jeunesse, que la marque de fabrique jeunesse puisse se faire avec les animateurs qui sont sur le terrain et qui sont au contact de ces jeunes-là. Et puis, donc, ça nous a permis, du coup, à la fois de reposer des mots sur ce qu'on fait. Parce que ça, c'est important. Des fois, on est tellement pris dans notre quotidien que on en oublie un peu ce qu'on fait. Et donc là, ça permet vraiment de recaler des choses et de réaffirmer des choses aussi. Et puis en même temps, ça permet aussi d'échanger entre nous. On venait tous de toute la France, sur des territoires qui sont complètement différents. Et c'est très riche aussi de voir comment les autres fonctionnent. C'est riche aussi d'expliquer aux autres comment nous-mêmes on fonctionne. Et tous ces échanges-là qui permettent de faire cette marque de fabrique de jeunesse, d'affirmer ce qu'on fait et puis de se conforter aussi des fois dans ce qu'on fait, tout en sortant un peu aussi de notre zone de confort. Donc ce sont des échanges qui sont très riches. Et Aurélien, justement, quels sont, s'il fallait retenir quelques axes, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de ce texte? Des points principaux, parce que pour l'instant, c'est un peu abstrait. Ouais, ce qu'il faut retenir, c'est moi ce que je retiens, c'est un peu là-dessus que j'avais travaillé à Latus, mais il y a toute cette question de la posture professionnelle et comment à travers cette posture professionnelle on peut amener les jeunes à se réaliser, à se construire, enfin les amener en tout cas les accompagner à faire ça. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un peu notre spécificité, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que on arrive vraiment à dégager des espaces de parole qui n'existent pas forcément ailleurs, et je pense que c'est une de nos spécificités aujourd'hui, et c'est parce que c'est dans ces espaces de parole que les jeunes peuvent donner leurs avis, leurs idées sur tel ou tel sujet, et ils le font sans jugement, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour juger leurs idées ou quoi, on est là plutôt pour les écouter, pour les prendre et de dire ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ça, et voilà, c'est comme ça qu'on développe leur esprit critique, et c'est ça qui est riche aujourd'hui. Coralie, c'est un outil important selon vous, cette marque de fabrique jeunesse? Oui, absolument, évidemment. Et j'appuierai sur le fait, j'avais envie de rebondir sur ce que disait Aurélien, sur la posture professionnelle auprès des jeunes qu'on doit avoir. Et dans le sens où les MJC sont vraiment un formidable lieu pour favoriser l'engagement des jeunes, dans le sens l'engagement dans la vie de la cité, dans le collectif, et à nous aussi, en tant qu'animateurs, en tant que directeurs, coordonnateurs de MJC, d'avoir une posture là aussi engagée, investie, volontaire et à l'écoute. Donc oui, tout à fait, cette marque de fabrique jeunesse me semble indispensable. Et c'est un vecteur et une ligne directrice aussi pour nous.
Patrick Chenu, c'est aussi une façon de valoriser le travail des animateurs. Complètement, et d'améliorer aussi la question de la légitimité au sein des associations, de la reconnaissance par les partenaires. C'est pas un métier facile d'être animatrice ou animateur jeunesse aujourd'hui. Ça peut être difficile quand on est en territoire rural. Ça peut être aussi très difficile quand on intervient dans les quartiers populaires. On est aussi dans une époque où on a des difficultés de recrutement. Oui, j'allais dire, le niveau d'engagement est toujours le même. Alors, le niveau d'engagement, oui. Par contre, la question que traverse la société du rapport au travail aujourd'hui, on a 10% de postes pas pourvus dans nos réseaux, donc c'est plus global. Donc comment est-ce qu'on donne aussi envie à des animatrices et animateurs jeunesse de venir s'impliquer, travailler dans les MJC? C'est aussi de leur dire, dans l'accompagnement de ces projets de jeunes, vous allez aussi pouvoir contribuer à changer un peu le monde. Et c'est ça la vocation de l'éducation populaire, c'est quand même transformer la société. Donc comment est-ce que dans l'accompagnement de ces richesses magnifiques, de ces volontés, des utopies que porte une partie de la jeunesse aujourd'hui, et on est en capacité aussi de contribuer finalement à changer les choses, déjà en démarrant au niveau local. Voilà. Ne bougez pas, c'est l'heure de la loupe d'Agathe. Et Agathe, il y a ceux qui parlent d'after work, mais toi, tu nous parles de l'after school. Mais oui, avec une nuance tout de même, puisque ce qu'il se passe à l'after school est sans doute un peu plus constructif, j'espère. Cette initiative éducative appelée JOA s'adresse aux 6 ans et plus pour tous les temps où il n'y a pas école, donc c'est-à-dire le soir en semaine, les mercredis en journée, le week-end ou pendant les vacances scolaires. Et cet after school s'est fixé pour mission d'apprendre aux enfants à se connaître eux-mêmes, à être créatifs, à se sentir utiles. Ce que sa fondatrice Valérie Flécheux appelle des compétences de vie. J'ai créé Joie à partir d'un constat. Si l'école est indispensable pour l'instruction des enfants, il me paraît fondamental aujourd'hui de leur donner des outils pour devenir des citoyens éclairés et responsables. Ce que je propose avec Joie, c'est pas simplement d'occuper le temps libre des enfants, c'est bien plus, c'est de les élever au sens littéral, c'est leur donner des compétences de vie. Joie a 3 objectifs. Le premier, bien se connaître. Avec les ateliers éloquence, empathie, philo, on parle ensemble des sujets importants comme le harcèlement, la différence, les émotions, le consentement et on développe leur esprit critique. Le deuxième objectif, développer leur créativité, mais bien plus. On va rencontrer un ébéniste, on va fabriquer un nichoir avec lui et on va parler de la migration des oiseaux. Notre troisième objectif, c'est se sentir utile et comprendre le monde dans lequel on vit. On va rencontrer Clara, qui est malentendante, avec elle on va parler de son handicap et on va apprendre la langue des signes. Voilà Magali Flécheux, sa fondatrice, et c'est dans un contexte où il s'agit pour beaucoup de parents d'éloigner les enfants des écrans. La JOA After School propose plusieurs activités telles que des ateliers d'empathie pour lutter contre le harcèlement, des séances de philo visant justement à développer leur esprit critique, à les armer contre les fake news notamment, et il y a aussi des cours de yoga pour renforcer leur concentration. Voilà un programme qui peut être intégré dans les écoles qui cherchent à offrir des activités périscolaires et extrascolaires enrichissantes à leurs élèves, mais aussi dans des entreprises, pourquoi pas leur proposer des activités, des ateliers pour les salariés à travers plusieurs ateliers entre parents et enfants, par exemple. Merci Agathe. Patrick Chenu, Agathe vient de nous parler d'une initiative After School où la place du bien-être accordée au bien-être chez les enfants est énorme. Peut-être que ça fait partie de votre marque de fabrique. Est-ce que justement cette place accordée au bien-être, à la santé mentale, occupe une place grandissante dans les MJC ? Il y a 2 éléments peut-être par rapport à ça. La première, c'est dans notre approche de l'éducation populaire, on part toujours de l'individu, de ses singularités. On accueille chacun tel qu'il est. C'est un peu comme dans la chanson de Nirvana, quoi. C'est venez comme vous êtes, quoi. Mais par contre, on l'emmène vers des dynamiques collectives. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement d'être un lieu accueil, d'être un lieu d'accueil, d'être un lieu safe, de pouvoir accueillir chacun dans sa singularité, dans sa diversité. Et par contre, de le remettre dans un groupe, dans une dynamique
public et de redonner dans une société qui est souvent extrêmement tournée vers l'individu aujourd'hui. Donc c'est comment est-ce qu'on redonne aussi conscience de la force du collectif, de la capacité à agir en groupe, de la capacité à agir ensemble. Et c'est ça aussi le rôle de la MJC. C'est vraiment, on part de l'envie, de l'utopie, des idées, de l'histoire, des savoirs que peuvent être porteurs, une jeune, un jeune, etc. Et à partir de là, on tisse, mais on le remet dans une dynamique collective. C'est aussi ça la chose à laquelle on est extrêmement attaché dans notre réseau, et on le fait en réseau. Alors, l'autre élément, c'est qu'une association MJC, elle n'est jamais isolée. Elle travaille toujours avec ses voisines, avec ses collègues au sein d'un réseau départemental, d'un réseau régional, pour porter des projets qui sont toujours un peu plus grands que ce qu'on pourrait faire tout seul au niveau local. Et plus globalement, au-delà de l'accessibilité culturelle et sociale, à quels autres enjeux, selon vous, répondent les MJC, s'il en est ? C'est déjà très bien. Oui, il y a un petit peu de boulot déjà. Non, la question aussi de fond, peut-être, c'est nous, ce qui nous meut par rapport à ça, c'est la capacité de se dire que des formes d'engagement dans la société, il y en a plein, et à chacun sa forme d'engagement. C'est-à-dire on peut avoir la vocation de devenir pompier volontaire, on peut vouloir rejoindre les corps militaires, on peut vouloir passer un BAFA pour encadrer des colos, on peut vouloir être bénévole, on peut vouloir faire de la politique, on peut vouloir devenir artiste. Donc comment dans une MJC, finalement, on va être le carnet d'adresse de ceux qui n'en ont pas, l'espace de rencontre, on va rencontrer des gens qui vont, moi je dis souvent, infléchir votre parcours. Voilà, c'est par des rencontres avec un artiste, avec un animateur, avec une animatrice qu'on va pouvoir trouver son chemin. Et je pense que nous, notre rôle là-dedans, c'est d'ouvrir ces possibles et de rendre ces chemins possibles eux aussi, quoi. Et justement, les chemins, j'ai l'impression qu'ils sont assez larges. Vous parliez tout à l'heure de pourquoi pas développer des projets autour de l'écologie. Finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que ça englobe, la culture, mais même au-delà de ça, quelles sont les limites finalement ? Je pense que les limites sont celles qu'on s'impose. À partir de là, nos associations sont généralistes. Donc, vous allez avoir effectivement des MJC qui ont tissé tout un travail autour de jardins partagés, par exemple. On va accueillir des enfants, des jeunes sur ces dynamiques-là qui font faire vivre des Ripper Café. Mais on est très connu pour les pratiques culturelles. Ouais. On a été effectivement des lieux d'émergence du hip-hop en France, par exemple, de manière extrêmement forte. Donc aujourd'hui, on a des jeunes qui viennent nous voir avec des projets K-pop, quoi. Voilà, comment est-ce qu'on accueille j'écoutais ce que disait le maire de l'Aéro sur le e-gaming juste avant, le e-sport. Comment est-ce qu'on est en capacité d'accueillir ces initiatives-là qui sont celles de l'époque, et comment est-ce qu'on les remet et on met un travail d'éducation populaire à travers de ces pratiques, à travers de ces esthétiques, quoi. Qu'elles soient musicales, théâtrales, du jeu, enfin voilà, tous ces éléments-là, ce qui nous intéresse, c'est pas tant l'esthétique ou l'objet, mais le processus que ça va alimenter. Voilà, l'envie que ça va créer, la manière dont on va pouvoir l'accompagner dans la durée, tout comme ce qu'expliquaient nos deux collègues tout à l'heure. Voilà. Oui, Coralie, Aurélien, on parle beaucoup de citoyenneté en ce moment. Dans quelle mesure les MJC contribuent-elles à développer le sens des responsabilités chez les jeunes ? Coralie ? Eh bien, alors, on encourage les jeunes quand ils s'engagent dans un projet, enfin quand ils ont envie de s'investir, à vraiment avoir cette dynamique d'engagement. J'y vais, ok, sous quelles conditions, je m'embarque jusqu'à la fin de l'aventure. C'est dans un collectif. Je respecte les gens avec lesquels je m'engage, les jeunes, les professionnels, les adultes qui m'accompagnent, avec qui je fais le projet. Et puis, derrière chaque projet, on promeut des valeurs qui sont propres à la citoyenneté, qui sont propres également aussi aux valeurs de la MJC, comme évidemment la tolérance, le respect. Je reparle encore de l'investissement. Voilà. Aurélien, vous avez les mêmes observations ? Ouais, je dirais que si je prends par exemple le travail sur le festival Ibouge que je coordonne là sur Drôme et Ardèche, donc c'est effectivement un festival culturel, mais à travers de ça, au-delà de cette question culturelle, en fait on met les jeunes en position d'échanger, de donner des idées, et de décider. C'est-à-dire qu'on leur donne les clés du camion et puis on leur donne aussi le camion.
Et alors effectivement, on voit bien l'évolution de ça, c'est-à-dire que quand on a des jeunes qui arrivent, qui découvrent le festival, on voit bien la difficulté qu'ils ont à échanger, à donner des idées, à donner un avis, à argumenter sur tel ou tel choix. Et puis au bout de 3 éditions, on voit comment tout d'un coup, ils sont capables d'argumenter, ils sont capables d'expliquer pourquoi ils préfèrent tel choix à tel autre, et surtout ils sont capables d'assumer une prise de décision. Et on voit bien comment à travers cet accompagnement des jeunes qui se base sur leurs pratiques culturelles au sens large à eux, comment on les met aussi en position de décision, d'échange, et je pense que sans se taper dessus, on leur apprend aussi à accepter un choix ou un avis qui est différent du leur. Et je pense que c'est là, c'est ce que disait Patrick, c'est-à-dire que il y a l'objet de la réflexion, mais il y a aussi tout le processus, et c'est ça qui est riche. Et je pense que c'est ce travail sur ce processus-là qui fait qu'on les accompagne effectivement à être des citoyens, à être des démocrates, etc. Terminer cette émission, un petit mot de concret avec de plus concret avec vos projets. Aurélien, vous êtes basé en Ardèche, où va se tenir le festival Il Bouge. Vous venez de l'évoquer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ouais, donc c'est un festival qui va attaquer sa 3e édition cette année, qui se déroulera les 3 et 4 mai 2024, donc à Flaviac, qui se trouve tout près de Privas en Ardèche. Et donc, comme je l'évoquais un peu tout à l'heure, c'est un festival qui a pour particularité de mettre les jeunes au cœur du processus. C'est-à-dire que le festival est organisé en différentes commissions, la commission programmation, commission animation, etc. Et ce sont des jeunes qui siègent dans ces commissions, qui sont accompagnés par des professionnels de la jeunesse, donc à la fois des professionnels qui sont de notre réseau, mais aussi de structures, d'associations partenaires. Et c'est dans ces commissions-là que se jouent les échanges, les décisions. Donc vraiment, on met les jeunes au cœur de ce projet-là. Et puis ensuite, on a un comité de pilotage qui suit un peu la globalité du projet. Et à ce comité de pilotage siègent des jeunes qui représentent leur commission et qui vont vérifier qu'effectivement que les décisions qui ont été prises dans ces commissions ne sont pas complètement à l'envers du projet de base, mais on se rend très vite compte en fait que ça n'existe pas, et que les jeunes sont tout de suite très rapidement conscients de quel doit être le projet et comment vont devoir être prises les décisions. Donc c'est un peu la particularité aujourd'hui de ce festival, et c'est donc un festival qui se fait à l'échelle bidépartementale sur Drôme et Ardèche. Donc on travaille avec des jeunes qui sont sur les 30 MJC des 2 départements qui sont affiliés à notre réseau, des jeunes qui sont sur des départements, et puis aussi des jeunes qui sont dans d'autres structures partenaires. Et bien sûr, à côté de l'aspect culturel, on travaille aussi la question de la prévention, de l'information jeunesse, qui sont des sujets qui sont liés forcément à des festivals de ce type-là. Et puis on travaille également sur leurs pratiques culturelles. On a une scène ouverte et une expo ouverte qui permettent de valoriser, de mettre en valeur les pratiques, notamment les pratiques artistiques des jeunes. Voilà. Et on le fait évidemment avec le soutien des collectivités locales, donc à la fois le soutien des territoires qui nous accueillent, des municipalités ou des agglomérations, et puis également des départements de la Drôme et de l'Ardèche. Coralie, rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire d'un mot de ce qu'est Il n'y a pas d'heure pour danser ? C'est un concours ? Alors, pas tout à fait, non, c'est plutôt une rencontre. Il n'y a pas d'heure pour danser, c'est un projet qui mêle professionnels et amateurs en danse et qui se déploie maintenant depuis plusieurs mois, et grâce à un travail fort en réseau en Occitanie, puisque c'est un projet qui est une première édition et qui a été créé par la Fédération régionale des MJC d'Occitanie, la Fédération départementale des MJC du Tarn, l'ADA, l'Association départementale pour le développement des arts du Tarn, et la MJC de
Técou, en très grande collaboration avec la collectivité, la commune de Técou, puisque la rencontre finale a lieu le 9 mars et aura lieu dans la salle de spectacle de Técou. Et donc là, on a vraiment des amateurs et des professionnels qui vont se mélanger, se rencontrer toute la journée. Il y aura des rencontres entre les différents groupes des MJC qui se sont embarqués dans ce projet danse et qui ont créé leur chorégraphie avec leurs professeurs et parfois, comme c'est le cas par exemple pour Técou, avec des artistes professionnels amateurs. Ils se sont embarqués dans leur univers, dans l'univers du chorégraphe et ont créé autour d'une thématique ou d'un processus de création spécifique. Et toute la journée, il y aura également des workshops avec des artistes professionnels de la formation Colline, qui est basée à Istres, et qui sont là aussi des jeunes danseurs professionnels. Et puis voilà, on finit la soirée avec le temps de représentation ouvert à tous, ouvert au public, avec la présentation du travail fait par chaque MJC et le travail des professionnels. Voilà, et on espère que cette édition en amènera d'autres. Et là aussi, on laisse aux jeunes le soin de décider de la suite et argumenter et dire voilà, s'ils ont envie qu'on continue ce type de projet. Merci beaucoup Coralie Reboulet, merci Aurélien Munier et merci à vous Patrick Chenu d'être venu nous voir sur le plateau du MAG sur School TV. Merci Agathe. Merci. À demain pour une nouvelle édition.